à cette table ronde. J'essaie de rapidement présenter quelques points, plutôt sous l'angle criminologique, des passages à l'acte. On va rapidement revenir sur les notions de radicalité, radicalisation et passage à l'acte terroriste pour rappeler finalement que ça ne représente pas les mêmes choses. La radicalité, pour faire schématique. Comment? Bah, le micro, là, c'est bon. Ok. Donc voilà. La radicalité désignerait, pour être schématique, une grille de lecture, un prisme simplifié pour les personnes qui sont parfois un peu perdues dans un environnement complexe. En gros, une ligne directrice, peu importe où on va, même dans le mur, l'important c'est d'arriver quelque part et de ne pas rester dans un marasme. La radicalisation, donc il faut le prérequis de la radicalité, de la pensée radicale. La radicalisation va peut-être consister plus à adhérer à une pensée extrême, justifiant le recours à l'action violente, mais n'est pas limité à la sphère djihadiste. La plupart, on a eu le rappel de la secte Aoum, par exemple, mais également dans le milieu de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Nous avons eu récemment des tentatives d'assassinat de personnalités politiques. Donc, avoir une idée extrême, de vouloir la justifier et de la mener à bien par l'action violente, le passage à l'acte terroriste, qu'on peut avoir sur les 5-6 dernières années en France. Alors, je vais essayer, moi, de rapidement présenter les notions plus criminologiques. D'accord? Et pour reprendre vos mots, peut-être moins centré sur un pourquoi, mais plutôt le comment les gens s'impliquent dans ces actions violentes. Le concept de radicalisation est-il réellement discriminant et explicatif quant à une évaluation du risque? Shorman et Taylor ont écrit en 2018 un article récent qui relève bien un des défauts majeurs sur la théorisation relative à la radicalisation, selon laquelle finalement l'adhésion à des croyances radicales précéderait automatiquement et mènerait à une action violente, terroriste. Or, en fait, finalement, si l'idéologie est importante, l'adhésion à des idéaux radicaux n'est pas une condition suffisante en soi pour un engagement violent, terroriste. Avec Michel Benezech et moi-même, on avait écrit cette notion de lutteur fanatique. On avait repris cette notion de fanatisme. Et Shorman et Taylor reprennent cet élément-là également. Peut-être que le fanatisme pourrait plus nous éclairer que vraiment le concept de radicalisation ou de radicalisme. Le fanatique a des critères plutôt psychorigides, d'un niveau un peu paranoïaque, si on peut dire. Un absolutisme d'un système d'idées dans le domaine religieux, politique, nationaliste, une surcharge d'affectivité, une forme de passion absolue installée au centre de la vie psychique qui gouverne sa pensée, la possession d'une vérité totale, un refus de toute contradiction des opinions contraires à la sienne. Finalement, Shorman et Taylor donc, utilisent plus ce terme de fanatisme, et je trouve qu'on devrait le privilégier, ce qui a déjà été commencé à cette table ronde. Vous parlez un peu trop vite. La plupart des radicaux ne s'engagent pas dans l'action violente. L'action sera déterminée en fait par autre chose que l'idéologie en elle-même. Alors la question qu'on peut se poser, c'est les réseaux sociaux, pas au sens d'Internet forcément tout de suite, mais les relations sociales que les auteurs entretiennent entre eux. Quand il y a une question d'homicide-suicide, c'est-à-dire un auteur qui se tue en tuant plusieurs autres personnes, ce qu'on a développé avec Jérémy Van de Voorde et moi-même, le public va penser qu'il y a une pathologie psychiatrique ou parfois une prise de toxique. Pour le grand public, c'est pas possible autrement. On a vu qu'il n'en est pas vraiment, c'est pas vraiment le cas. Mais néanmoins, il y a plusieurs études qui sont parues et on va essayer de les clarifier un petit peu. Le premier point, c'était l'étude d'Emily Corner et Paul Gill qui est sortie en 2015 et qui relevait une prévalence des troubles mentaux chez les auteurs passant à l'acte de manière solitaire par rapport à ceux passant à l'acte en commando, en groupe. On relevait une prévalence 13 fois plus élevée. Bon. Les travaux de McGuirk, Segeman et Atran éclairent, eux, la place des relations sociales dans le processus d'adhésion idéologique, mais également la planification des groupes. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être que la centration sur la dynamique groupale est plus importante que la centration sur la psychologie individuelle. Ce sont souvent des réseaux d'amitié informels, nous dit Moghadam, un besoin d'appartenance qui lie ces individus à de telles cellules. L'immersion dans les activités secrètes d'un petit groupe amène à des changements dans les perceptions des recrues, une légitimation de l'organisation terroriste, de ses buts, une croyance que la fin justifie les moyens, et un renforcement finalement d'une vision catégorielle du monde en nous contre eux. Les personnes vont donc s'engager dans une recherche d'un sentiment d'appartenance à un groupe, et c'est sans quelque chose qui se passe à un moment où il y a une carence dans la sphère existentielle. La théorie de la quête existentielle développée par Kruglanski illustre bien le processus d'une carence dans ce secteur pour des individus qui sont confrontés souvent à des pertes de personnes, des pertes d'idéaux, des pertes de sens d'une manière plus générale, et qui vont trouver dans les doctrines de ces groupes une réponse cadrée autour d'un questionnement général sur la vie et leur place dans celle-ci. Il s'agirait, si on veut, d'une renarcissisation par un processus psychodynamique antisocial. Concernant les réseaux sociaux au sens large,
L'Internet en général, Sageman utilisait cette notion-là. Pour lui, les sites d'Internet passifs ne suffisent pas à déterminer quelqu'un à passer à l'acte. Il ne va pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de se suicider et de passer à l'action violente de le faire. Par contre, c'est vrai également que les réseaux sociaux ou les prises de contact qui se font via les Facebook ou tous ces chats sur WhatsApp, etc., vont être le premier amorçage vers une prise de contact dans la vie réelle et parfois un embrigadement, un endoctrinement, un partage d'idéaux que les personnes vont ensuite se répandre les uns avec les autres et s'auto-alimenter, entre guillemets, dans cette logique de dynamique de groupe restreint. Pour plus de... Excusez-moi. Pour plus de repères, je vous invite à aller voir l'article de Bullinge sur les cahiers de la sécurité et de la justice en 2015, sur la question des mécanismes à l'œuvre avec les notions d'influence, manipulation et subversion pour les recrutements, comment ça s'opère sur Internet. Un des points que je voudrais relever, c'est effectivement les groupes, on va passer rapidement. Les passages à l'acte des auteurs solitaires, c'est un petit peu ce qui inquiète les services de sécurité publique. La distinction entre le loup solitaire et l'auteur solitaire, à mon sens, est fondamentale. Parce que sinon, on risque de manquer un peu la cible. Le loup solitaire est quelqu'un qui va passer à l'acte, qui va fomenter un plan tout seul, de bout en bout, du début du plan jusqu'à la fin, souvent animé par un délire paranoïaque ou paranoïde, un petit peu comme Andrés Breivik a pu le faire. La plupart des actes qui sont commis par des auteurs solitaires, tels que Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche ou l'auteur du Thalys, par exemple, ne sont pas pour autant isolés au plan social, ne sont pas asociales. D'accord ? Il y a une étude de Schurman et collaborateurs passée en 2018, la fin du loup solitaire, la typologie qui n'aurait pas dû être. 78% des auteurs isolés auraient reçu des sources extérieures d'encouragement, de justification à l'action violente. 30% à peu près des individus labellisés loups solitaires, en fait, ont reçu une aide directe et concrète dans l'exécution de l'acte. Et 86% des auteurs, finalement, communiquent à des tiers en vie réelle ou en ligne leurs vues extrémistes, voire même la moitié leur intention violente. Alors la question en fait qui se pose, c'est que finalement, les liens amicaux, familiaux et les idées extrémistes exprimées sont des éléments qui sont des signes à repérer en priorité avant d'éventuels troubles pathologiques ou de personnalité qui seraient rattachés à la commission de l'acte. La question de la pathologie, justement, se pose. Et donc, je vous ai évoqué cette étude de Corner et Gill, 13 fois plus de chances d'avoir une pathologie mentale chez les auteurs solitaires par rapport à ceux agissant en groupe. Ils ont fait une autre étude, et là, on retrouve les 33% cités par Gérard Collomb, qui a fait bondir un peu les psychiatres et les psychologues. En fait, c'est une méta-analyse des actes qui ont été commis entre 2014 et 2017 rattachés à Daesh, et il est retrouvé ce seuil de 33% présentant une instabilité psychologique. Le problème, en fait, c'est que dans la plupart des articles, il n'y a pas de diagnostic précis. L'autre problème, c'est que la plupart des auteurs ont une tendance fâcheuse à se suicider ou à mourir au cours de l'action. Donc poser un diagnostic sur un mort est plus compliqué, évidemment. Donc il n'y a pas de diagnostic précis, c'était le point relevé par Desmarais dans son excellente méta-analyse. Je vous récapitule les principales études qui ont été menées sur la place de la pathologie mentale chez les auteurs qui ont été retrouvés. On retrouve finalement, et c'est important, s'il y a un lien entre suicidalité et passage à l'acte qui peut renvoyer à certains points abordés dans l'article que j'ai écrit sur le suicide-homicide avec Jérémy Van de Voorde et Grégory Pincé en 2017, finalement, la plupart des troubles mentaux, on trouve cette notion de 7 à 16% dans la méta-analyse. Et c'est très bien que, finalement, en France, on essaye d'avoir des données probantes sur les troubles psy et de voir maintenant que même on est même à 5%, à peu près 3,5% de ce que j'ai entendu ce matin. C'est une question redondante depuis les années 70. Est-ce que les terroristes sont fous ? On a toujours eu ces questions qui se sont soulevées. Et finalement, c'est intéressant de voir que les personnes qui passent à l'acte et qui sont avec un trouble mental sont une minorité dans ces échantillons-là. Ça vient attester des limites quant aux attentes reposant sur les professionnels de la santé mentale à identifier de manière les personnes le plus à risque de commettre un acte violent. À notre sens, il est important de demeurer conscient des difficultés à l'évaluation d'un risque criminologique de manière générale. Parce que la plupart du temps, les soignants ne sont pas formés à ces fins, c'est normal, ils sont là pour soigner, pas pour évaluer. Comment évaluer une dangerosité ? En fait, il faudrait l'évaluer de manière pluridisciplinaire avec un partage d'informations entre des services de la sécurité intérieure, éventuellement pour être réellement utile dans cette visée. À ce jour, et en l'état de nos connaissances, il n'existe pas d'échelle validée scientifiquement et disponible au plus grand nombre en langue française. Il y a une implémentation de la VERA 2
par Martin Herzog Evans, qui est en train d'être en cours, mais il faut un feedback. On lance un outil, un concept, qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, est-ce que c'est efficace, c'est ce qu'on prétend mesurer. Donc pour l'instant, il y a ce problème-là de comment mesurer les choses, comment évaluer les choses. Alors on a d'autres questions qui se posent. Monahan soulève bien ceci. Monahan, en 2012, dit bien que la plupart des problèmes avec les terroristes, c'est que la population à évaluer est pas trop restreinte, peu accessible à des chercheurs indépendants pour réellement remplir tous les critères d'une validation scientifique. L'évolution de l'offre, un autre point criminologique. Et là, on va passer clairement dans un petit rappel. Donc, on a vu tout à l'heure la notion du recrutement. Donc, vous avez la question 16, voilà, que j'ai relevée. En Irak, en Syrie, quand les personnes rejoignaient, donc faisaient leur hijra, ils partaient, ils rejoignaient leur site. La question 16, voulez-vous être un combattant martyr, un kamikaze ou voilà. En gros, il y avait une fiche à remplir pour savoir vers quoi on allait s'orienter. C'est ce qui a été retrouvé quand les premiers combattants de Daesh ont été obligés de reculer, ils ont abandonné leur fiche de recrutement. Bon, on est passé d'une organisation terroriste hiérarchisée, finalement, pyramidale, à des groupes de plus en plus réduits, évanescents et linéaires. Là où le GIA ou le GSPC avaient une organisation très carrée, avec il fallait se rendre sur place, s'entraîner, avoir un bagage théologique, idéologique important. Daesh a diffusé à grande ampleur des extrémistes, des visées extrémistes, et puis des manuels pour mener un djihad presque individuel, j'ai envie de dire, laisser l'initiative à des groupes locaux, des cellules qui sont de plus en plus décentralisées, et ce qui pose souci au pouvoir public. À défaut donc d'un commandement central, c'est plus souvent des liens de parenté ou d'amitié qui vont cimenter les groupes de personnes qui vont passer à l'acte. Quels sont donc les faisceaux de comportement qui peuvent laisser supposer une planification d'action terroriste? Il y a un point intéressant qui a été relevé par Red Meloy et Yackley en 2014, une chaîne émotionnelle fréquemment trouvée dans les communications en ligne de personnes étant passées à l'acte, et remarqué l'évolution entre colère, mépris et dégoût. Et les personnes isolées étant passées à l'acte de manière solitaire, il a retrouvé que forcément la colère, on est en colère contre quelqu'un, on est dégoûté par quelque chose. Il est beaucoup plus facile d'éliminer ce quelque chose que d'éliminer quelqu'un. Donc il y a progressivement une bascule qui s'opère et on va réifier finalement celui qui doit être éliminé. Une étude intéressante, mais que je vais peut-être résumer rapidement, menée en Australie sur finalement ce qu'on a observé, c'est Organ et Barol qui ont écrit ça en 2018, un rajeunissement des personnes mises en cause. Ils ont relevé entre 2000 et 2014 44 djihadistes arrêtés en Australie. Moyenne d'âge 28 ans, pas de mineurs. Entre 2014 et 2016, 38 personnes arrêtées, moyenne d'âge 23 ans, un tiers de mineurs. La recherche australienne confirme donc ce qu'on voit également en France, un rajeunissement, une prévalence parfois d'auteurs ayant connu des passages dans les services de santé mentale au sens large, addicto, CMP, mais pas forcément de la psychiatrie lourde. Et finalement, que les personnes, si elles passent à l'acte de manière isolée, entretenaient quand même des liens sociaux dans la vraie vie à 94% des cas. Alors là, je vous ai mis rapidement les différents types d'actions avec les types de profils possibles. Et les opérations menées en groupe, on va considérer, pour faire schématique et simple, que globalement, ce sont des personnes déterminées, motivées idéologiquement, avec finalement pas de troubles psy. Les personnalités sur un registre un peu plus psychopathique pouvaient peut-être se voir orientées vers des opérations coup de poing, fantassins, façon musée de Bruxelles, si vous voulez. Et puis, là, j'ai distingué avec Jérémy Van de Voorde et Grégory Pincé des distinctions à opérer entre le martyr combattant et celui qui se fait sauter au milieu de la foule. Dans le premier cas, finalement, il y aurait trois typologies. Le premier, acteur, chercherait à faire le maximum de dégâts chez l'ennemi, dans un temps immédiat, mais aussi un temps futur. Donc sa propre mort est à éviter. Donc l'idée, le mode d'action, c'est tuer puis partir afin d'être en mesure de mener une autre attaque, telle que Mohamed Merah ou Khaled Kelkal en 1995. L'approche psychologique pourrait alors être de décrire un investissement d'une conduite à risque, mais où la mort immédiate doit être évitée. Il devient martyr combattant par accident ou parce qu'il choisit de le devenir lorsque la fin est inéluctable et qu'il se retrouve encerclé par les équipes de police ou de gendarmerie. Le sacrifice final sera théâtralisé. Le deuxième type d'action se retrouve un peu, mais c'est plus un coup d'éclat dans un affrontement unique. Il n'y a pas les opérations auparavant et c'est un déséquilibre qui est recherché. Par exemple, le Bataclan, partir devant le plus de monde possible et faire durer les choses pour que les chaînes d'information en continu répandent la terreur. Parce que le terrorisme, c'est ça. Si on regarde le terme du terrorisme et d'où ça vient, c'est le règne de la terreur. Enfin, le martyr kamikaze, façon bombe humaine, lui, ne veut pas initier un affrontement, mais va plutôt se dissimuler pour se faire sauter au milieu d'une foule.
L'engagement en fait au combat ou non avec l'ennemi à travers le mode d'action utilisé est un élément donc qui peut éclairer sur certaines des dimensions psychologiques. Est-ce que finalement la personne qui est recrutée n'est pas orientée sur certains types d'actions en fonction de sa personnalité? La question des passages à l'acte commis par les auteurs solitaires est, on l'a vu, donc dépendant de l'entourage, du soutien logistique, voire idéologique fourni. De plus rares cas qui intéressent réellement la psychiatrie sont ces sujets atteints d'un trouble psychiatrique qui voient leur délire s'inspirer de l'ère du temps et qui vont ensuite commettre des actes violents hétéro-agressifs teintés d'un vernis djihadiste, mais qui ne devraient pas résister à une analyse psychocriminologique fine. Les actions donc sont les plus récentes, les plus imprévisibles chez les auteurs solitaires. On a l'utilisation des véhicules, qui pose question. Vous avez en dessous de la diapo les recommandations de la Rumia qui expliquent pourquoi utiliser un camion. Une étude israélienne menée entre 2000 et 2016 par Perry et collaborateurs sur 62 attentats commis ont isolé certains points, notamment que les 2 tiers des auteurs étaient mariés ou en couple, donc ils ne sont pas asociaux, ils ne sont pas totalement isolés. Un quart avait des antécédents judiciaires, 15% pour des faits de terrorisme. Ils étaient tous forcément âgés de plus de 18 ans parce qu'ils avaient le permis, et globalement, la grande majorité était compris entre 18 et 35 ans. 13% avaient des antécédents mentaux, mais finalement, les troubles psychiatriques étaient rares. Par contre, la détresse émotionnelle est importante. 35% avaient exprimé une colère extrême avant de passer à l'acte, et souvent des conflits conjugaux ou familiaux se retrouvaient. Ainsi, les justifications idéologiques ou religieuses, qui sont souvent mises en avant à l'arrestation, dans les 2 tiers des cas, ce qui fait décider la personne d'agir est plus un tipping point, un seuil critique, plus souvent un grief personnel, un sentiment d'humiliation à l'origine de la prise de décision. Je vais m'axer rapidement sur des principes de criminologie. L'approche du choix rationnel, des activités routinières et la criminologie environnementale pour éclairer un peu comment des auteurs solitaires peuvent passer à l'acte. Les terroristes vont afficher finalement les mêmes patterns de comportement, de déplacement dans la commission de leurs actions que les criminels classiques. En criminologie, on dit que pour qu'une infraction soit commise, il est nécessaire d'avoir un auteur motivé, capable, une cible disponible et une absence de protecteur efficace. D'accord ? La sélection de la cible répondrait donc à une distinction symbolique, parfois, policier, lieu de culte, etc., iconique, un homme politique ou un bâtiment comme les Twin Towers ou la Tour Eiffel, ou arbitraire, donc les soft targets, donc les civils. On constate un autre point intéressant, c'est que la fonction de la distance décroissante entre le lieu de vie de l'auteur et le lieu de commission de l'acte, finalement, répond à des principes qu'on observe en criminologie chez les auteurs de violences sexuelles. Ça ne change pas. 56% des attentats commis en Europe a été commis dans un rayon inférieur à 3 km du lieu de vie de l'auteur. 75% vivaient à moins de 15 km de là et ils ont commis leurs actions. Ceux qui voyagent plus loin sont ceux étant vraiment en commando, en groupe, avec un vrai investissement logistique. Il me reste 3 minutes. Nous avons vu les justifications religieuses ou idéologiques qui sont souvent fournies. C'est régulièrement un bouleversement personnel ou un grief qui fait la décision pour l'auteur de passer à l'acte. Ce faisant, il n'est pas étonnant que les cibles choisies se trouvent dans une zone connue de l'auteur. La distance appartient pleinement aux critères permettant de déterminer le choix de la cible. Gill et collaborateurs et Shorman et collaborateurs s'intéressent aux méthodes de sélection plus ou moins conscientes. Et finalement, les informations qui permettent de sélectionner la cible sont collectées durant les activités routinières des auteurs. La question de l'aspect subjectif de la gestion des émotions est présente, notamment la question de la peur de mourir durant la commission de l'acte ou de ne pas se faire interpeller avant, mais il y a aussi des facteurs plus objectifs. Garder plusieurs cibles potentielles à l'esprit, être conscient du niveau de sécurité présent sur le site, choisir celle avec le moins de risque de se faire interpeller avant pour bien mener l'opération et ensuite être visible. Les limites de l'étude portent évidemment sur le rapport à la mort. Dans les organisations terroristes habituelles, les personnes n'ont pas intérêt à se faire attraper. Dans les organisations djihadistes, la mort est recherchée activement. Dernier point, la létalité des actes violents généralement dépend de la formation de l'auteur, du futur acteur. Perry, dans l'étude de Perry, relève sans surprise que les chauffeurs routiers, les professionnels de la conduite se montraient beaucoup plus efficaces dans les attentats à la voiture. L'auteur de l'attentat de Nice était chauffeur-livreur. D'accord ? Mohamed Boulel était connu pour apprécier également les feux d'artifice, ce qui vient souligner que dans le choix de l'action, il y a une dimension identificatoire qui était relevée dans l'article que j'ai écrit avec Jérémy Van de Voort dans l'Encéphale sur le suicide-homicide, un lien entre l'élément du parcours personnel de l'auteur, une passion, et l'exécution de l'action. Peut-être y aurait-il des mesures proactives à développer par les pouvoirs publics, et donc je conclus là-dessus. Finalement, certaines périodes sont à risque de commission d'actions violentes. D'accord ?
Donc il faut choisir à ce moment-là des mesures de protection efficaces. L'idée est d'intégrer directement dans les bâtiments, c'est de l'aménagement urbain, donc c'est vraiment de la criminologie environnementale, hein, c'est l'aménagement urbain pour rendre le lieu de ciblé beaucoup moins intéressant pour l'auteur. Vous avez Whitehall, donc à Londres, et également le stade de l'Emirates Stadium. On place les lettres, c'est pas pour faire beau, c'est pour empêcher l'accès d'une voiture sur l'esplanade où les supporters se rendent pour voir leur équipe faire leur match de foot. Donc en rendant le lieu moins propice, moins accessible, on coupe un peu, ou en tout cas on déplace le problème. Après c'est une question de déplacement, et on sait bien en psychanalyse que si ça se déplace à un endroit, ça arrive ailleurs. La couverture médiatique qui est faite des attentats est également à réfléchir, et je cite, et je termine là-dessus, la question des copycats à grande ampleur. Quand on a les éléments qui se passent, les actions terroristes qui se déroulent, finalement il y a un risque d'avoir une glamorisation de l'auteur. Le statut de héros acquis par les frères Kouachi et relevé par Jean-Marc Rouillant relève bien cette fascination de l'extrémiste, du radical, pour son frère d'armes. Les analyses et discours des politiciens, parfois, qui veulent en dire un peu trop ou trop vite, vont révéler des éléments de dysfonctionnement dans les services de sécurité qui ont facilité la commission de l'action, en fait, et qui pourraient potentialiser le risque que des personnes avec des fragilités psychiques, mais pas forcément un trouble psychiatrique, cherchent à accéder à un moment de gloire par une action copycat. La place des médias donc pose question. Saïk et Borgo relèvent ça dans un ouvrage paru cette année en 2018. Plus d'attentats entraînent plus de couverture. Une couverture accrue est ensuite suivie par un accroissement des attentats dans son ensemble. On relève un effet contagion. Couverture marquée d'un certain type d'attentat mène à une augmentation des types d'attaques similaires, de la même manière que les joggeuses carbonisées ont entraîné une succession de joggeuses carbonisées. Le mode opératoire se répand dans l'esprit des personnes. Et de la même manière, un effet magnitude remarqué, une couverture accrue, est lié à plus d'attentats menés. À quel degré ces effets sont présents, on doit encore l'étudier, mais il existe. Voilà, je vous remercie de votre attention, je suis désolé.